Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. 36,7 millions de personnes dans le monde vivent avec le sida. En Côte d'Ivoire, on enregistre 460 000 malades. Les femmes sont plus nombreuses. On fera le point dans ce journal. On vote pour la présidentielle en Gambie. Plus de 880 000 électeurs convoqués. Un scrutin sans bulletin, mais avec des billes. Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, est face à 2 candidats. Le 1er décembre 1955, aux États-Unis, une femme de race noire fait parler d'elle. Ce jour-là, à bord d'un bus, Rosa Parks refuse de céder sa place à un homme de race blanche. Elle est arrêtée, jugée et inculpée. On en parlera. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Ce 1er décembre est donc placé sous le signe de la journée mondiale de lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire, il y a une tendance à la baisse. Le taux de prévalence du VIH est passé de 4,7% en 2005 à 3,7% en 2012. Le pays compte aujourd'hui 460 000 malades. Les femmes sont plus nombreuses. Encore des chiffres avec Ami Koulibaly. En 2014, 460 000 personnes vivaient avec le VIH en Côte d'Ivoire. Le taux de positivité au test du VIH-Sida est passé de plus de 6% en 2012 à plus de 3% en 2015. Sur 1 831 030 personnes dépistées en 2015, 1 823 981 personnes ont reçu le résultat de leur test, parmi lesquelles 53 528 ont été dépistées positives. Bien qu'il y ait une tendance à la baisse de la prévalence nationale du VIH ces dernières années, les femmes et les enfants constituent une frange vulnérable de la population vis-à-vis du VIH-Sida. La transmission du VIH de la mère à l'enfant constitue la principale source d'infection à VIH chez l'enfant. En Côte d'Ivoire, 13 enfants naissent chaque jour avec le VIH, dont 7 à Abidjan. Le taux de positivité chez les enfants nés de mères séropositives est passé de plus de 13% à plus de 6% de 2012 à 2015. En 2015, ce sont 80% des femmes enceintes séropositives qui ont été mises aux antirétroviraux. La proportion de femmes enceintes séropositives au VIH ayant reçu des médicaments ARV pour réduire le risque de transmission mère-enfant du VIH est passée de 50,1% en 2012 à plus de 91% en 2014, soit une hausse de plus de 40%. Et 50% des enfants qui naissent avec le VIH mourront avant leur 2e anniversaire et 80% ne verront pas leur 5e anniversaire en dehors d'une prise en charge adéquate dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. La déclinaison sexo-spécifique donne pour les femmes une prévalence à 4,6% et 2,9% pour les hommes en 2015. La prévalence est de 3,7% dans la population générale de plus de 15 ans en Côte d'Ivoire, ce qui confirme la dynamique à la baisse. La prévalence VIH parmi les personnes testées est en régression depuis 2010, allant de 8,1% à 3,5% en 2015 en passant par 6% en 2013 et 5,3% en 2013. Cependant, des efforts restent à faire pour l'élimination de la transmission du VIH au sein de la population. Le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme SIDA, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire par le VIH. Le SIDA est le dernier stade de l'infection à VIH. Il conduit à la mort des suites de maladies opportunistes. 3 modes de transmission: par voie sexuelle, par voie sanguine et durant la grossesse et l'allaitement. Le SIDA, origine et propagation. On reste avec Ami Koulibaly. C'est en 1981 que le sida a été identifié pour la première fois et 2 ans plus tard que le VIH, l'agent causal du sida, a pu être isolé. Le sida est le nom donné aux conséquences cliniques fatales d'une infection de longue durée causée par le VIH, un virus qui détériore le système immunitaire. La présence du VIH favorise le développement d'autres maladies dites opportunistes qui autrement seraient combattues par l'organisme, notamment la tuberculose, un type de cancer de la peau et une forme de pneumonie et aussi des diarrhées à répétition. Le VIH s'est largement répandu vers la fin des années 70 ou au début des années 80 parmi les hommes et les femmes ayant des partenaires multiples en Afrique orientale et centrale. La population masculine, homosexuelle et bisexuelle et les drogués ne sont pas épargnés. Les jeunes femmes entre 15 et 24 ans sont particulièrement vulnérables au risque d'infection par le VIH. En 2015, 7500 jeunes femmes ont été nouvellement infectées par le virus.
Aujourd'hui, le virus se propage dans tous les pays et la majorité des cas concernent des individus hétérosexuels. Sur les 22 millions d'adultes infectés par le VIH à la fin de 1996, 14 millions provenaient d'Afrique subsaharienne, soit plus de 60% du total mondial. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, contribuent pour environ 15% du nombre total d'adultes et d'adolescents porteurs du VIH en Afrique. Selon l'ONU-SIDA, le premier cas de sida rapporté en Côte d'Ivoire remonte à 1985. Au 31 décembre 1995, il y avait environ 32 000 cas cumulés de sida et 640 000 de VIH. À la même date, le taux de prévalence du VIH était estimé à 11% et le ratio homme-femme 1,6 sur 1. La propagation de la maladie est aussi due aux coutumes, surtout en Afrique. Circoncision, excision, scarification et accouchement avec l'aide d'accoucheuses traditionnelles, des pratiques courantes qui se font avec des instruments ancestraux qui répondent rarement à des normes d'hygiène acceptables. Ces rites constituent des périodes d'euphorie, des réjouissances annuelles, la Pâques, après la commercialisation du café cacao chez les Baoulés en Côte d'Ivoire, par exemple, ou des rites de passage marquant les funérailles en pays BT, toujours en Côte d'Ivoire. Au cours de certains événements, il est pratiquement recommandé à la femme de rencontrer un nombre élevé de partenaires, faute de quoi elle risque de mourir à brève échéance. On poursuit avec d'autres chiffres. De nombreux progrès ont donc été réalisés en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'échelle mondiale. Il y a de moins en moins de nouvelles infections à VIH et moins de décès liés au sida. Depuis 2001, 33% de nouvelles infections à VIH en moins, 52% de nouvelles infections à VIH en moins chez les enfants. Depuis 2005, 29% de décès liés au sida en moins chez les adultes et les enfants. En 2015, plus de 15 millions de personnes ont eu un accès au traitement antirétroviral. Depuis 2012, près de 62% des femmes enceintes vivant avec le VIH ont eu accès aux ARV. Plus de 17 millions d'enfants sont orphelins du fait du VIH-Sida. La couverture du traitement pour les enfants était toujours inférieure de moitié à celle des adultes. En 2012, toutes les heures, 250 nouvelles jeunes femmes sont infectées par le VIH. Et enfin, on se rappelle, 36,7 millions de personnes vivent avec le sida dans le monde aujourd'hui. Ce 1er décembre est aussi jour d'élection présidentielle en Gambie. 880 000 électeurs convoqués. Yaya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans et face à 2 candidats. Son challenger Adama Barrow est le candidat choisi par l'opposition. Le système de vote est inédit. C'est un scrutin sans bulletin mais avec des billes. Un système qui avait cours en Gambie il y a plus de 60 ans en arrière. Yaya Jammeh et 2 autres candidats s'affrontent dans les urnes aujourd'hui. Au pouvoir depuis 22 ans, l'homme fort de Banjul brigue un 5e mandat. Pour la première fois, le président gambien fait face à une véritable opposition. L'ensemble des partis de l'opposition choisit Adama Barrow. L'économie du pays est en berne. Les opposants sont reprimés. Si Yaya Jammeh a accepté la liberté d'expression, il interdit les manifestations. Quelques 880 000 électeurs vont choisir leur président. Un vote qui va s'effectuer selon un système unique au monde. Les électeurs vont utiliser des billes. 3 bidons aux couleurs de 3 candidats équipés d'un tube dans lequel le lecteur introduit sa bille. À l'intérieur, une sonnette de vélo émet un drink. Quand la bille tombe, une méthode utilisée dans le pays depuis 1965. Le choix de cette méthode du fait du fort taux d'analphabétisme de la population gambienne, estimé à plus de 60%. Autour en Côte d'Ivoire, la gestion locale des sports scolaires et universitaires au centre d'une rencontre. 74 délégués régionaux et départementaux participaient aux échanges. 3 pays étaient présents à ce séminaire de formation, la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France. Organisé par l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OSU, ce séminaire de formation a visé un seul objectif: apporter un palliatif aux insuffisances des délégués régionaux et départementaux ivoiriens en vue de renforcer leur niveau dans la gestion locale des sports scolaires et universitaires. La fonction de délégué OSU
nécessitent d'autres outils que ce qu'ils ont appris à l'INJS. Donc il faut leur donner tous les éléments nécessaires pour être efficaces dans leur circonscription. Paul Poulmar, directeur départemental de l'Union nationale du sport scolaire de France, UNSS, a partagé son expérience en donnant les différentes pistes, le mode de fonctionnement sur le territoire français. Il a également insisté sur l'insertion du dossier jeune officiel vers une génération responsable qui consiste à former des jeunes arbitres, des jeunes coachs, des jeunes secouristes et jeunes reporters. La France a le sport scolaire sur son territoire depuis 1931. Donc une certaine ancienneté quand même. Donc on va pouvoir se permettre de dire, voilà, les bons conseils qu'on peut vous donner, c'est cela. Nous sommes venus là pour ouvrir des pistes, ouvrir des voies et dire, voilà ce qu'on fait avec les moyens que l'on a. Maintenant, charge à vous de prendre ce qui vous intéresse et d'essayer de le mettre en œuvre avec les moyens que vous avez. Une douzaine de nouveaux délégués ont reçu leur matériel afin de mettre en pratique les résultats des travaux du séminaire sur la gestion locale du sport scolaire et universitaire. On s'intéresse à présent à un sportif pas comme les autres. Il est japonais, il ne marche pas encore sur l'eau mais jongle entre chapelet et pagaie. Un moine bouddhiste kayakiste se prépare pour les JO de Tokyo 2020. Regardez. Pékin, Londres, Rio. À peine 27 ans, Kazuki Yazawa a déjà porté à 3 reprises les couleurs du Japon aux JO. En 2013, après une 9e place aux Jeux de Londres, il prend un tournant à la fois professionnel et spirituel. Aujourd'hui, quand il ne s'entraîne pas, Kazuki est moine bouddhiste au temple Zenkoji de Nagano. Une quête de Dieu qui l'éloigne de son autre Graal, sportif celui-là, les Jeux de Tokyo en 2020. Je pense que ça va vraiment être difficile de gagner une médaille au JO tout en étant moine en même temps. Difficile mais pas impossible. Réveil à l'aube, récitation de sutras et régime végétarien. Suivre la voie du Bouddha n'est pas de tout repos. Mais avec une telle détermination, ses frères du monastère ne s'interdisent pas de croire au miracle. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Je travaille avec lui au quotidien et je peux vous dire qu'il a une véritable capacité à se concentrer sur le chant ainsi qu'une grande assiduité. Car Kazuki n'a certainement pas vendu son âme de kayakiste. Passé 3 heures de l'après-midi, chapelet et toge au placard, il répond à l'appel de la rivière au moins 5 fois par semaine. Mais une fois dans son kayak, il est tout seul à ramer. Ce n'est pas parce que je fais ce métier que je vais pagayer plus vite ou que je vais être plus fort. Il reste un peu moins de 4 ans à Kazuki pour trouver l'équilibre entre passion et vocation. L'objectif, décrocher enfin une médaille pour ses 4e Jeux, avec ou sans l'aide de Bouddha. C'était le 1er décembre 1955. Ce jour-là, aux États-Unis, une femme de race noire va faire parler d'elle. Son nom, Rosa Parks. Cette militante des droits civiques refuse de céder sa place à un homme de race blanche. Elle est arrêtée, jugée et inculpée. Votre éphéméride avec Franck Quadio. Le 1er décembre 1955, dans un bus, Rosa Parks refuse de céder sa place aux Blancs. Les Noirs doivent être assis à l'arrière, arrêtés pour un trouble à l'ordre public. Cet acte de désobéissance civile provoque le boycott des bus de la ville de Montgomery par la communauté noire. Martin Luther King, pasteur inconnu de 26 ans, prend sa défense et la tête du mouvement de lutte. Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême statue que la ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle. Mais qui est cette femme ? Rosa Parks, née le 1er décembre 1913, est une Afro-américaine. Elle suit un cursus scolaire appréciable, fait rare pour les femmes de couleur à l'époque. Elle exerce plusieurs métiers, couturière, aide-soignante, femme de ménage. Ses patrons, des Blancs libéraux, l'encouragent à suivre une formation sur les droits des travailleurs et l'égalité raciale. Le 1er décembre 1955, donc, elle est arrêtée et emprisonnée après son refus de céder la place à un blanc dans un bus. Le lendemain, un boycott contre la compagnie de bus est lancé par un jeune pasteur inconnu, Martin Luther King. Rosa Parks continuera toute sa vie sa bataille pour l'égalité raciale. Elle meurt le 24 octobre 2005. Le président Bush et toute la classe politique américaine lui rendront hommage. Son corps sera exposé au Capitole pendant 2 jours.
un honneur réservé aux grands hommes. Fin de cette édition, excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.